Bonjour, on va toucher aujourd'hui à la Rome antique. Donc, Rome, dans l'âge de l'Antiquité, était d'abord une ville dans le centre de l'Italie qui était bordée par les Étrusques. On va en parler un peu plus aujourd'hui. Les Étrusques, c'était qui? C'était les habitants originaux de la péninsule italienne, un peu plus au nord de Rome. Donc, ils étaient les voisins de Rome et ils ont beaucoup influencé les pratiques littéraires, médiatiques de Rome. Rome est importante pour nous car elle fait le lien entre la Grèce antique, qui est le début de la civilisation occidentale, mais poursuit et prend empreinte des Étrusques qui, eux, ont aussi emprunté des Grecs pour raffiner et ensuite établir cette civilisation-là un peu partout en Europe. Donc, où est-ce qu'on peut dire que les Grecs ont fondé la civilisation occidentale? Les Romains l'ont revigorée et l'héritage que nous avons en Occident, un peu partout sur la planète aussi, nous vient directement des Romains et des travaux qu'ils ont faits. Donc, les médias à Rome, c'était super important. Comme d'habitude, on survole certains éléments et non pas la panoplie de médias qu'on pouvait retrouver à Rome, qui était un grand empire. On va le voir plus tard quand on va regarder l'Empire perse. Rome était le deuxième empire mondial. Donc, une façon de bien comprendre comment les Romains ont emprunté des Grecs, c'est regarder le dieu de la communication, on pourrait dire, ou le messager des dieux, qui était Hermès chez les Grecs, qui est devenu Mercure ici à Rome. Donc, c'est le dieu qui faisait le va-et-vient entre les autres et qui apportait les messages. Donc, il informait les dieux. Cette fonction d'informer, Attali nous rappelle, s'est développée avec les années. Informer veut dire, encore une fois, comme on l'a vu à Babylone et en Égypte et en Grèce jusqu'à maintenant, informer de façon orale ou par écrit. Par exemple, Attali nous rappelle que Jules César a établi un système qu'on appelait le Acta Diurna, où les nouvelles de toute la journée précédente étaient annoncées et rédigées par des scribes, et souvent des esclaves grecs, mais étaient annoncées aussi à chaque jour. Donc, on savait les décès, quelles étaient les nouvelles militaires, qu'est-ce qui s'était passé, quel événement sportif avait eu lieu la veille, et tout ça s'était fait de façon quotidienne. Pensez un peu à un téléjournal quotidien fourni par l'État pour informer le public de qu'est-ce qui s'est passé avant. D'autres systèmes de communication établis étaient le message par les torches de feu qui étaient placées dans des tours qui permettaient aux militaires romains de transférer des messages rapidement. Donc, c'était une espèce de relais. On va voir l'idée des relais se reproduire dans d'autres systèmes de communication un peu plus tard, un peu partout sur la planète. Les Romains n'étaient pas les seuls à le faire. Un autre moyen utilisé par les Romains était les pigeons voyageurs. Donc, les pigeons voyageurs avaient des messages et revenaient tout le temps au bercail. C'est un autre moyen de communication par relais qui permet de franchir de grandes distances. Pour comprendre le monde romain antique, il faut comprendre que Rome, comme empire, s'est établi et élargi par plusieurs vagues. Donc, en partant de l'Italie et ensuite la Grèce, la mer Adriatique et jusqu'à contourner toute la mer Méditerranée éventuellement. Donc, on a parlé de certaines voies de communication qui étaient utilisées. Une des plus importantes, ce sont les routes qui ont été établies dans tout l'empire romain et qui souvent existent encore aujourd'hui et sont encore utilisées. Comme je l'ai dit dans un cours précédent, Innis nous rappelle que là où il y a des routes, du transport, il y a de la communication. Donc, les routes ne sont pas seulement un moyen pour transférer des marchandises et des personnes, mais aussi des idées et de l'information. L'autre chose qu'on doit se rappeler de Rome, c'est l'imposition du latin à tout le territoire romain. Donc, il y avait toutes sortes de personnes en Gaule, dans l'Espagne moderne, sur le nord de l'Afrique, en Égypte, en Grèce, qui parlaient autre chose que le latin. Mais en utilisant sa langue écrite, qui était aussi une langue phonétique, Rome impose son règne et domine un peu les autres contrées qu'elle a conquéries. Quelque chose d'important dont il faut se rappeler, c'est que avant même que les Grecs le fassent, les Romains ont stabilisé leur langue écrite partant de gauche à droite. Les Grecs l'ont fait aussi, mais un peu plus tard. Donc, c'est pas vrai que les Romains ont copié tout à 100% des Grecs. Ils ont aussi innové, mais ces innovations-là étaient souvent dues à la langue latine qu'ils parlaient. Donc, il y avait un besoin de faire des adaptations à l'écriture pour mieux représenter la langue latine. La grande influence sur les Romains, évidemment, j'en ai parlé, c'est les Étrusques. Donc, les Étrusques, je l'ai mentionné, c'était un peuple qui habitait près de Rome, un peu au nord de la péninsule italienne. Les Étrusques, eux, étaient établis sur ce territoire-là depuis longtemps et ont emprunté beaucoup des Grecs, dont le langage écrit. Les dieux grecs ont été adaptés et sont venus par le biais des Étrusques. Il reste pas beaucoup de documents sur les Étrusques. On sait que, en termes d'écriture, les Étrusques
Étrusques utilisaient l'écriture pour but de commémoration et de rites funèbres. Donc, dans les sépultures, c'était là que c'était utilisé souvent l'écriture, plus que d'autres endroits. Donc, c'était une écriture qui était apposée sur des monuments funéraires. Les Romains ont fait la même chose, mais ils ont évolué beaucoup plus et changé leur façon d'utiliser l'écriture, contrairement aux Étrusques. Éventuellement, les Étrusques, qui étaient souvent en guerre avec les Romains, ont été absorbés par les Romains et sont tous devenus des citoyens romains eux aussi. Les Romains, on pourrait dire, étaient assez fiers de leur tradition orale et ce qu'ils ont pris des Grecs, que ce soit du niveau culturel ou par l'écriture, n'a pas été utilisé tout de suite. Donc la langue écrite et son omniprésence à Rome n'a pas pris forme aussi rapidement qu'elle aurait pu l'être. Une des causes de ça, on pourrait dire, c'est le fas, qui était une tradition juridique orale de Rome. Donc durant le 5e siècle avant Jésus-Christ, les lois n'étaient pas écrites à Rome. Il y avait eu quelques écrits par les souverains antérieurs, mais une fois que les pontifes et les patriciens, donc les pontifes, une forme de clergé, et les patriciens, les nobles, ont pris le pouvoir à Rome, tout ce savoir juridique qui existait était maintenu par des traditions orales. Donc les gens étaient formés pour connaître le droit romain, mais de façon orale. Ça nous rappelle ce que Platon nous disait sur l'usage de l'écriture. Donc on se rappelle que Platon nous disait que l'écriture était inférieure au talent oratoire. Donc ici, avec le fas, on peut voir que les talents oratoires juridiques étaient mis de l'avant. Il y avait beaucoup de dictons, de proverbes qui étaient récités et mémorisés par les patriciens et ce qu'on pourrait appeler des avocats ou des plaidoiriers, des juristes. Et la qualité de cette plaidoirie pouvait affecter une décision. Évidemment, les tribunes et les plébéiens, c'était les gens communs, qui n'étaient pas des nobles, n'aimaient pas cette espèce de monopolie du savoir juridique qui était maintenu par les patriciens et les pontifes. Donc, il y avait beaucoup de pression pour qu'une codification des traditions orales, des lois à Rome puisse survenir comme c'était le cas en Grèce, où là, ce n'était pas le talent oratoire seulement d'un plaidoyer, d'un juriste qui pouvait donner gain de cause à une personne qui avait un litige juridique contre une autre, mais les lois pouvaient servir de documents inscrivant ce savoir. Et c'était des lois qui, étant publiées, pouvaient être consultées par une plus grande quantité de personnes. Donc, ce droit-là, on l'appelle le ius, qui est le droit écrit romain, qui date de 509 environ, avant Jésus-Christ. Donc, en 451-449, la rédaction de ce qu'on appelle les 12 tables a été faite, et ce ius, qui est un droit privé romain, explique les droits de tous et chacun à Rome. Le droit public est contenu dans ce qu'on appelle le lex rogata. Il y a d'autres lex qui ont été rajoutés, donc d'autres lois, d'autres corpus juridiques ont été rajoutés par après, tel le lex Augulnia, le lex Aebutia, le lex Cornelia, et ainsi de suite. Maintenant, il faut comprendre que l'ius est très important car c'est la base du code civil, du code juridique d'une grande partie de l'humanité. L'Occident, évidemment, tous les territoires qui avaient été conquis et incorporés dans l'Empire romain, mais aussi toutes les colonies et tous les autres peuples ensuite qui ont subi cette influence de l'Occident. Donc, même ici, au Canada, on peut affirmer qu'une partie de ce droit écrit romain est encore d'une certaine façon en pratique à quelque part dans le cadre juridique canadien. C'est pour ça qu'il faut se rappeler de l'importance de l'ius et de tous les autres lex. C'est des choses qui nous influencent, qui affectent nos vies jusqu'à aujourd'hui, même si qu'il y a eu plusieurs modifications, plusieurs changements et d'autres traditions, telles le Magna Carta, qui sont venues jouer dans le cadre juridique canadien. On a vu plus tôt quand on regardait la Mésopotamie que le côté pécunier, mercantile des sociétés a influencé l'écriture et les médias. Ici, on voit qu'avec les conflits civils, que quelque chose similaire se reproduit avec des démarches pour utiliser l'écriture au détriment des traditions orales pour être capable de mieux réglementer la vie quotidienne des Romains. Une autre transformation de l'écriture qu'on peut noter à Rome, c'est ce qu'on appelle l'écriture rythmée. Donc, c'est quoi l'écriture rythmée? C'est une écriture avec des espacements entre les mots. Des fois, c'était des points, des fois, c'était des espaces.
base. Les Romains, comme on a vu plus tôt avec la Grèce, ont utilisé l'écriture stoïkeion, donc une écriture géométrique où c'était un bloc de texte sans espacement et très symétrique. Mais rapidement, les Romains ont voulu rendre leur écriture plus lisible. Et bien qu'une bonne partie de l'écriture romaine figurait sur des monuments érigés dans les contrées qui avaient été conquises par l'Empire romain, qui était toujours un rappel pour les peuples qui ont été conquis de qui les dominait, pour que le message soit encore plus clair, il fallait que l'écriture elle-même soit plus claire et plus lisible. Donc le côté décoratif de l'écriture grecque qui était utilisée dans des monuments funèbres a été un peu délaissé et l'espacement entre les mots et les lettres ou des points a été rajouté pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui était écrit. Parce qu'autrement, avec un langage parlé ou lu en personne, le crieur, le héros, devait interpréter et comprendre là où se passaient les espaces entre les mots. Donc, il y avait un certain jeu que cette personne pouvait se prévaloir en faisant ses lectures. On peut aussi expliquer le phénomène de la lecture mentale versus la lecture à voix haute à Rome. Donc, avec une lecture qui se fait maintenant dans son esprit, en silence, avoir des espaces dans les textes aidait la compréhension du texte, tandis que n'avoir aucun espace dans le texte était beaucoup plus facile, d'une certaine façon, pour une personne qui crie un message, qui est lu de façon publique. On doit aussi mentionner l'apport de certaines lettres qui ne figurent pas dans l'alphabet grec et dont certains sons ne figuraient et n'existaient même pas dans le langage des Étrusques, tel le G n'existait pas. Donc, il y avait une confusion entre le G et le son C ou K. Donc, les Romains, eux, avaient le son G et le son K. Donc, ils ont été obligés de créer la lettre G. D'autres lettres ont été créées aussi, telles le Y et le Z. Il y a d'autres lettres qui sont rajoutées beaucoup plus tard, mais pas dans la période plus classique de la Rome antique. Une autre transformation aussi a été les chiffres romains qui ont été adaptés de ceux qui venaient des Étrusques, qui, encore une fois, venaient des Grecs, mais ils ont été simplifiés et bien qu'ils ressemblent à des lettres existantes, leur origine est tout à fait différente des lettres que ces caractères semblent représenter. On va terminer le cours, la partie sur Rome, avec la colonne Trajane. Donc, la colonne Trajane nous vient de l'empereur Trajan, qui est un monument qui relate sa conquête d'une région qui aujourd'hui serait à peu près l'équivalent de la Roumanie. Donc, en suivant le cours de la colonne, on peut voir la conquête et les combats menés contre les Daces, dans ce qu'on appelle les deux guerres daciques, à peu près un siècle après Jésus-Christ. En termes de médias, c'est un média qui n'est pas nécessairement accessible au lecteur, puisque tout se passe en hauteur. Mais en termes de message porté, le message est très clair. Maintenant, si on suit la colonne de Trajan et la lecture, c'est une forme de bande dessinée, ça aussi, puisqu'il y a des épisodes, il y a des vignettes qui continuent tout le long de la colonne. Avant de terminer, j'aimerais faire un court retour sur l'historiographie. J'en parle tout le temps, mais c'est très important de comprendre l'historiographie dans notre cours puisqu'on l'utilise constamment. Donc, comme j'ai dit, c'est une méthode de recherche qui étudie comment est-ce que l'histoire est rédigée, comment est-ce que les historiens font l'histoire, comment elle est racontée. Donc, on pose souvent des questions sur la neutralité, les postures idéologiques utilisées, les sources qui servent de référence. Donc, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit tel élément et non pas d'autres? Donc, vous voyez dans le cours ici, je choisis certains éléments spécifiques sur l'histoire des médias de la Rome antique et pas d'autres. Je mets des emphases sur des phénomènes et non pas d'autres. On peut voir aussi que l'histoire est souvent rédigée et on le dit tellement souvent par les vainqueurs, par ceux qui restent. Donc, avec les Étrusques, il ne nous reste pas beaucoup de documents nous permettant de raconter leur histoire. Donc, qui est-ce qui la raconte, cette histoire-là? Ce sont les Romains. On le voit, encore une fois, plus tard avec les Perses, qui ont une histoire qui est racontée par d'autres peuples. D'autres questions, l'histoire sociale versus l'histoire politique. Lesquelles sont les mieux documentées? Si on touche à un sujet romain, c'est possible de voir des artefacts qui nous racontent peut-être l'histoire du quotidien des femmes et des esclaves à Rome. Mais souvent, il est plus facile de retrouver l'histoire politique des souverains, des nobles et des grands chefs. C'est tout pour l'instant et le prochain cours, on touche aux médias et l'Afrique. À bientôt.